Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce numéro 3 de LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre dimanche dernier. Je rappelle que nous recevions le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. Et justement, dans votre courrier, vous avez à une écrasante majorité souligné votre intérêt pour les questions de santé, vos inquiétudes surtout. Du coup, ce dimanche, nous creusons encore cette question avec un invité au cœur de vos préoccupations légitimes. Il est le monsieur cancer en Algérie, mais pas que. Professeur Kamel Bouzid, bonjour. Je rappelle, chef de service d'oncologie médicale au centre Pierre et Marie Curie d'Alger et président de la Société algérienne d'oncologie médicale. Nous avions demandé au ministre Benbahmed s'il trouvait normal, en 2020, dans un pays producteur de pétrole et de gaz, que des patients atteints de cancer meurent faute de médicaments et non pas faute de soins. Le ministre avait répondu non, ce n'est pas normal, mais il avait ajouté des chiffres. La facture des médicaments et traitements en oncologie représente le budget global du médicament dans des pays voisins, Maroc et Tunisie entre autres. Et il avait tenu aussi à préciser qu'il s'agissait d'abord et avant tout chez nous de problèmes de rationalisation des moyens et de prescription. Est-ce que c'est le genre de réponse qui vous satisfait? Oui, il est clair que la gestion telle qu'elle est faite actuellement du médicament ne peut aboutir qu'à des ruptures, malheureusement régulières. Et il s'agit d'optimiser les moyens que met l'État, puisque c'est centralisé au niveau de la PCH. En ce qui concerne les protocoles de traitement en oncologie médicale, les oncologues que nous formons, nous en avons formé 1 millier depuis 92 ou 93, sont tout à fait aptes à utiliser toutes les thérapeutiques qu'on utilise dans le cancer. Il est hors de question de dire tel médicament ne peut pas être utilisé par tel oncologue médical. Je dis bien oncologue médical. Et le problème du coût, donc le chiffre qu'a donné monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique est réel, c'est le budget de l'onco-hématologie, parce qu'on oublie souvent l'hématologie donc du cancer et des cancers hématologiques, ça représente de 70 à 80% du budget global. Et c'est des coûts qui sont incompressibles. On ne peut pas les diminuer, même si on fait appel au générique, c'est ce qu'on fait régulièrement, aux biosimilaires, c'est ce qu'on va faire de plus en plus. Ça ne sera pas rétractable. Et les bénéfices qu'on fait, les gains qu'on fait sur l'utilisation des génériques et des biosimilaires devraient être affectés aux thérapies innovantes. Les thérapies innovantes, ce sont les thérapies ciblées, l'immunothérapie. Vous insistez à chaque fois très lourdement sur l'immunothérapie. Parce que ça modifie radicalement. Qu'est-ce qui va changer, par exemple, avec l'immunothérapie par rapport au protocole actuel? Il y a des maladies où il n'y a pas d'autre solution que l'immunothérapie. Je vous donne un exemple, c'est le mélanome malin. C'est une tumeur maligne de la peau pour laquelle il n'y a pas d'autre solution que l'immunothérapie. Les chimiothérapies classiques et même les thérapies ciblées ne marchent pas dans le mélanome. Les autres cas, c'est le cancer du rein, où avant l'immunothérapie, la moyenne de survie, c'était 3 mois. Avec l'immunothérapie, on dépasse 15 ans. Peut-être que c'est des formes métastatiques, des formes évoluées. Donc si j'ai bien entendu, de 3 mois à 15 ans. À 15 ans. À 15 ans et plus, puisque ça a été introduit en 2006. Donc c'est des malades métastatiques, donc très évolués, qu'on ne va peut-être pas guérir, mais pour lesquels on va passer du statut de maladie mortelle à maladie chronique. Imaginez quelqu'un qui a 35 ou 40 ans, qui a une maladie de ce type. Avant l'introduction de l'immunothérapie, sa survie, c'était 3 mois. Maintenant, c'est 15 ans. 15 ans, ça lui donne le temps de se marier, d'avoir des enfants, etc., etc. D'avoir une vie normale. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est pas parce que je veux... D'abord et surtout, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Ça, c'est pour revenir à l'histoire des laboratoires. Les laboratoires, c'est le langage des bagarines. Comme les oncologues en particulier, moi, ils aiment avec parce qu'ils travaillent dans les laboratoires. Ça, de ce côté, je n'ai strictement aucun conflit d'intérêt.
Et je ne sais même pas, c'est les laboratoires qui fabriquent ces médicaments. Ce qui m'intéresse, c'est le bienfait de mes patients. Et de mes patients en Algérie. Alors j'étais intervenu pour dénoncer, d'une part, les conventions signées avec la France et la Belgique, d'autre part, les soins à l'étranger. Alors, entendons-nous bien, je ne dénie à personne, c'est le droit de tout patient d'aller se soigner à l'étranger, mais qu'il aille se soigner avec son argent. Justement, on allait y venir, mais bon, vous m'avez précédé un peu sur cette question. Allez, enclenchons dessus. Avant, on avait tendance à dire de manière un peu schématique et caricaturale, en Algérie, nous avons un système de santé à 2 vitesses. Mais finalement, avec le temps, est-ce que nous ne sommes pas en présence d'un système de santé non plus à 2 vitesses, à 3, voire même à 4 vitesses? Il y a ceux qui vont se soigner à l'étranger, ceux qui se soignent en clinique privée ici à prix exorbitant, cher, ceux qui vont à l'hôpital public et ceux en bout de course, donc la dernière et 4e catégorie, qui héritent des polycliniques et des dispensaires. Oui, il y a une inéquité flagrante du citoyen algérien face à la maladie, notamment le cancer et d'autres maladies. Donc je reviens aux soins à l'étranger, moi je ne suis pas contre, un patient a le droit de se choisir d'aller se soigner où il veut. Par contre, je suis contre que la caisse sécurité sociale qui me prélève mes cotisations serve à payer des soins à la nomenclatura et à la ISABA. Ça, je ne peux pas accepter, c'est pas logique. Donc qu'ils se soignent en Turquie, en France, là où ils veulent, ça ne me dérange pas, avec leur argent. Et je vous rejoins tout à fait sur cette notion de médecine à 4 vitesses. Je vous rappelle qu'en 1974, on avait institué la médecine gratuite, en 1973, le 31 décembre, la médecine gratuite. Et on aboutit maintenant à ce désastre. J'allais vous dire, on est loin des principes généreux qui guidaient nos textes à l'époque, était la médecine pour tous. Oui, quand vous dites médecine gratuite, c'est l'hôpital. Or, la vérité, c'est que l'hôpital n'est accessible qu'à ceux qui connaissent. De plus, tous les examens biologiques, radiologiques, anatomopathologiques se font dans le secteur privé. À pratiquement 80%. Contre espèces sonnantes et trébuchantes. Au point qu'un cancer du sein, par exemple, qui arrive chez moi une fois le diagnostic fait, etc., elle a dépensé, je dis elle parce que c'est souvent des femmes, 500 000 dinars pour ses examens. Simplement en post-arrivée chez vous. Avant d'arriver chez moi, elle a déjà déboursé 500 000 dinars. Au point complète pour un diagnostic précoce, dépistage, etc., etc. Or, 95% des citoyens n'ont pas 500 000 dinars. Je parle en particulier des gens qui sont dans des zones reculées, les hauts plateaux. En milieu rural. En milieu rural. Et c'est ceux-là qui ont honte de venir à l'hôpital. Donc le mari s'endette, surtout dans la période difficile qu'on vit. Au lieu de venir en 15 jours, elle vient en moins 6 mois. Le temps de se faire prêter de l'argent, de payer les examens, etc., etc. Donc il ne faut pas qu'on soit... Entre-temps, la maladie avance. La maladie a avancé. Alors au lieu de la recevoir avec une tumeur de 1 cm, on la reçoit avec une tumeur de 6 cm, et souvent très évoluée métastatique. Donc tout le bénéfice qu'on espérait par le diagnostic précoce, on le perd dans ces considérations. Parce que c'est à 4 vitesses. Mais justement, professeur, les CAC, c'était censé les centres anti-cancer. C'est un fait indéniable. Ils sont là, peut-être pas en nombre suffisant, mais ils existent. Par contre, la question reste entière. Les CAC travaillent-ils dans des conditions satisfaisantes? Je pose la question parce que je sais qu'à plusieurs reprises, vous avez poussé de véritables coups de gueule, décrivant des structures construites, livrées, réceptionnées, inaugurées en grande pompe, et ensuite, une fois les flonflons du bal éteints, on a un peu abandonné ces structures à leur sort. Oui, parce que bon... il y a eu un programme ambitieux qui a été lancé au milieu des années 2000, qui s'est concrétisé, puisqu'il y a actuellement une vingtaine de centres anti-cancer répartis de manière harmonieuse sur le pays, équipés, notamment en radiothérapie. Le problème, c'est leur fonctionnement. Leur fonctionnement parce qu'on n'a pas assez fait d'un point de vue gestion des ressources humaines. On a construit, on a acheté des équipements, et puis on n'a pas mis l'accent sur tout le personnel, et je ne parle pas que des médecins, hein. Je parle des infirmiers, des paramédicaux, des agents de sécurité, des gestionnaires, etc. On a construit des CAC comme on a construit des cités qu'on a livrées d'habitations
en n'ayant pas les structures qui vont... C'est pratiquement sur le même mode, quoi. Oui, oui, c'est le même mode. Alors, bon, ils nous rendent, ces centres anti-cancer rendent d'énormes services. Alors, on est dans le secteur public. Il faut savoir qu'il y a aussi un secteur privé. Et je vous donne un exemple. Hier ou avant-hier, j'ai reçu un malade, il avait rendez-vous pour sa radiothérapie, là où je travaille, en février 2021. Et j'ai appelé mon collègue de Batna, je lui ai dit, écoute, tu vois avec le radiothérapeute, à Batna, le malade va être pris en charge à partir de dimanche. Parce qu'il y a une structure à Batna, il y a un hôtel pour accueillir les patients et leurs parents. C'est la même chose à Sétif, à Annaba, à Tlemcen, à Belabès, à Oran, etc. Pour le secteur privé, il commence à se développer. À ce propos, justement, professeur, c'était la question qui venait tout de suite après. Sur ces centres anti-cancer privés, les témoignages que nous avons reçus, les témoignages de patients, je ne dis pas que c'est une photographie exacte et précise, mais parle d'une prise en charge globalement bonne, on parle donc d'une bonne prise en charge. Mais est-ce que c'est la réponse au problème de manière générale, ces centres cancer privés? Ça serait la réponse si la Caisse Sécurité Sociale jouait le jeu. Il faut savoir qu'un cancer du sein ou un cancer de la prostate, les deux cancers les plus fréquents dans le secteur privé, c'est 600 000 dinars. Et la Caisse Sécurité Sociale ne joue pas le jeu de ce côté. Bon, elle a commencé à jouer le jeu il n'y a pas longtemps en prenant en charge des accouchements, ce qui est déjà un pas. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi cette Caisse Sécurité Sociale signe des conventions avec la France, la Belgique, etc., pour des centres privés. En France, c'est 70%, c'est le secteur privé. Et pourquoi ils ne veulent pas signer ici des conventions pour ça? À l'exception de quelques secteurs comme la DGSN, la Sonatra, qui me semble. Sinon, l'Algérien lambda non assuré, qui est assuré social, n'est pas pris en charge des centres. Pour le grand public, donc vous confirmez qu'il n'y a toujours pas, parce que l'idée avait à un moment donné circulé, la pression aussi de médecins comme vous, mais toujours pas de remboursement par la Sécu des frais engagés pour le cancer. Absolument, pour les cliniques, et puis pour les cliniques privées, et puis même pour les cabinets privés. Une consultation lambda, de n'importe quelle spécialité d'ailleurs, c'est au minimum 4 000 dinars. La Caisse Sécurité Sociale rembourse 80 dinars. C'est au-delà du ridicule. Vous faites un scanner... 4 080 dinars. Voilà. 4 000 dinars et 80. Vous faites un scanner ou une IRM dans le privé, et je vous ai dit c'est le cas le plus fréquent, c'est entre 12 000 et 20 000 dinars. La Caisse Sécurité Sociale rembourse 800 dinars. Au point que les gens maintenant déchirent les feuilles de maladie. Toute la paperasse qu'il vaut pour être remboursée, ça ne sert à rien du tout. Au contraire, à la limite, c'est une tracasserie bureaucratique en plus. Ouais. Donc là, vraiment, et je suis désolé qu'à chaque fois qu'on demande aux représentants de la Sécurité Sociale de venir discuter, à chaque fois que je suis là, ils disparaissent. Je vous dirais qu'il y a une quinzaine d'années, il y en avait un dans la salle, il s'est dépêché de fuir, parce qu'il n'a pas de réponse. Vous ne remboursez pas. Vous n'avez pas à prendre nos cotisations, ou alors on ira cotiser dans le secteur privé. À Alliance Assurance, par exemple. Qui se servent à la source. Qui propose une prestation. Ouais. Une prestation santé. Mais à l'heure actuelle, vos contacts avec la Sécu, ils sont nuls. Toujours au point mort. Toujours au point mort. Que ça soit avant le 22 février ou après le 22 février. Que ce soit avant ou après. J'ai essayé de voir l'actuel ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour au moins qu'on discute. Pour le moment, c'est une fin de non-recevoir. Ah, carrément. Oui, oui. Ben justement, à propos de politique de santé de manière générale, on embraye là-dessus. Si je dis qu'à chaque nomination de ministre de la Santé, on a droit à un plan cancer, est-ce que je dis des bêtises? Si je ne dis pas de bêtises, et si je compte le nombre de ministres qui se sont succédés ces 20 dernières années, ça nous fait quand même un paquet de plans cancer, et pour quelle finalité au bout? Écoutez, le plan le plus abouti, c'est le plan qu'a coordonné monsieur le professeur Zitouni, qu'on devait évaluer au mois de mai passé et que malheureusement avec la crise du Covid, on n'a pas pu évaluer et surtout on n'a pas pu mettre en place le deuxième plan cancer qui devait démarrer en 2021. Donc ce plan cancer qu'a coordonné M. Zitouni, d'abord il existe, il est écrit, il a été relativement bien diffusé, je dis relativement parce qu'il y a d'autres plans qu'a fait le ministère de la Santé qui ont croupi dans les tiroirs des directeurs de santé de la population, par exemple le plan de lutte contre les maladies non transmissibles.
coordonné par mon collègue le défunt professeur Atek, Majid, dans l'enquête Taïna. Donc ce plan, d'abord il existe, ensuite il a connu des concrétisations sur le terrain, de vraies concrétisations, notamment en matière de prévention de manière globale et en matière de dépistage. Je m'explique le concret. Le dépistage, on a lancé en 2013 un dépistage dans la wilaya de Biskra qui a très bien fonctionné, donc en coordination entre le Centre Pierre et Marie Curie et les équipes de soignants de la wilaya de Biskra. Régional. On a lancé aussi, sous l'égide du professeur Mazouzi, à Béjaïa, un dépistage du cancer colorectal qui est aussi un succès très clair, puisqu'on a réduit le nombre de cas avancés de cancer colorectaux. Et troisième exemple, on a lancé aussi à La Gouatte un dépistage du cancer du col de l'utérus sous la direction du professeur Ben Lahrache, qui est oncologue médical. Donc, et on espère, avec toutes ces études pilotes, entre guillemets, on espère faire du dépistage et du diagnostic précoce le principal axe du deuxième plan cancer. Pourquoi? Ce n'est pas pour le plaisir de faire du dépistage, c'est pour réduire le nombre de cas avancés. Et dans les trois cas que je vous ai cités, c'est le cancer colorectal, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus. De la chirurgie seule peut largement suffire. Donc ça réduit les coûts. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces remontées d'informations, vous collationnez des informations, ne finissent pas, comme vous le décriviez il y a un instant, dans un tiroir? Justement, alors là, je reviens au problème des responsables de wilaya, puisque c'est à l'échelle wilaya. La majorité de ces directeurs sont souvent très intéressés par les dalles de sol des blocs opératoires. La déco. La déco, et puis surtout ce qui est derrière. Les contrats autour de cette déco. Les marchés, etc., etc. Or, leur principal rôle, c'est de prendre, d'être le baromètre de la santé dans les wilayas et la santé de leurs concitoyens, les patients et les futurs patients, et du personnel soignant. Je vous donne un exemple. On a affecté des oncologues à Illizi. À Illizi, ça c'est un cas réel, vécu en 2011. L'oncologue que j'ai envoyé, mariée, mère de 2 enfants, elle est allée en toute bonne foi. Le DSP qui la reçoit, je ne sais pas s'il a changé ou non, il lui a dit, écoute, ici à Illizi, il n'y a pas de cancer. Donc tu signes ton PV, rentre à Alger, tu seras payé. À blanc. Oui. Pourquoi il n'y a pas de cancer? Parce qu'il n'y a pas de logement. Et alors il lui a proposé d'habiter au hammam pour travailler. Vous vous rendez compte? Carrément. Pour une femme. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel à Illizi. Pour une femme ou pour un homme? Bien sûr, bien sûr. Alors, au nom de quoi un juge, un gendarme, un policier est logé tout de suite et qu'un médecin doit aller louer? Parce que la combine aussi, ils vous font louer. Alors bien sûr, ça se passe à Alger aussi, puisque j'ai des résidents qui louent la légende veut que les médecins soient riches. Donc le montant mensuel, c'est 60 000 dinars la location. Le salaire d'un résident, c'est 60 000 dinars. D'accord. Donc on est vraiment dans une logique totalement aberrante. Professeur, là vous me tendez la perche. Donc la santé, est-ce qu'il faut une réforme ou une révolution? Je pose la question un peu brutalement parce que la pandémie, par exemple, vous parlez de la Covid-19, la pandémie a révélé dans des pays pas nécessairement pauvres des carences dans les systèmes de santé et parfois même des limites dramatiques de ces systèmes de santé. Chez nous, dernier épisode en date, le scandale du CHU de Constantine. Donc je repose la question, il faut une réforme ou carrément une révolution? Non, il faut une révolution. Écoutez, pour ne pas citer les pays, je vous rappelle quand même que l'Afrique du Nord, là je parle du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, a remarquablement fait face au Covid-19. Contrairement à l'autre rive de la Méditerranée, où les Français, par exemple, se sont moqués des Italiens. Mangeurs de pizza, ils sont mous, c'est des latins, etc. Les Italiens ont redressé la barre en moins de 15 jours. Regardez les Français où ils en sont dans la gestion de cette crise. Et nos autorités ont très vite appliqué ce qui... il y a 4 points positifs dans cette épidémie de Covid-19. D'abord l'hygiène individuelle, se laver les mains
régulièrement avec de l'eau savonneuse, pas nécessairement du gel hydroalcoolique. L'hygiène collective, puisque au début en tout cas de la pandémie, on a eu l'impression que le ramassage des ordures était mieux fait. Ce matin, c'est un peu moins bien, donc il faudrait se pencher sur cet aspect. Troisièmement, l'adoption très rapide du protocole initié par les Chinois et popularisé par le professeur Raoult. Chloroquine. La chloroquine et l'azithromycine. On l'a adopté très vite, comme les pays voisins, et ça a donné un effet, puisqu'on voit moins de cas graves. Et on ne l'a pas lâché malgré le retournement de veste après l'épisode du The Lancet. C'est un débat franco-français. Donc l'avantage pour nos médecins, pour nous, le dogme, c'était Lancet. C'est le dogme, soit Lancet, New England, Nature, etc. On s'aperçoit que Lancet, que le professeur Raoult a appelé les pieds nickelés, est une étude foireuse. Et il a eu raison, puisque une semaine après, on a retiré, les auteurs se sont rétractés. Et qu'il y avait un conflit d'intérêts évident. 3 auteurs sur 4. Et le premier signataire avait un conflit d'intérêts évident avec le fabricant du remdesivir, dont je ne citerai pas le nom, mais... Enfin, 4e point favorable. Rupture des liaisons aériennes, maritimes, tout ce que vous voulez. Donc, impossible pour les Algériens d'aller se soigner à l'étranger. Et donc, ils sont obligés de rester avec nous. Quand je dis algérien, je parle de la nomenclature et de la SABA. On avait compris. Voilà. Pour terminer, professeur, sur une note un peu à cheval entre médecine et sociologie, mais toujours à propos de la Covid-19, comment le médecin voit ces scènes de marché bondées, puisqu'on parlait de prévention à l'instant, sans véritable mesure barrière, ou de moins en moins, ou encore ces cortèges de mariage, de fêtes, des regroupements de plus de 10 personnes. Avons-nous entamé le déconfinement trop tôt? Et du coup, on voit les autorités qui reviennent un peu à un reconfinement. Oui. Régulièrement, je vois des interventions où on se plaint de l'indiscipline de nos concitoyens. C'est-à-dire, on fait à nos concitoyens, en particulier ceux de Sétif, de Blida, d'Oran, là où il y a des... On fait le même procès que les Français ont fait aux Italiens. Je vous signale quand même que les Américains, c'est pas une référence, refusent de porter le masque. Au nom de l'article 1er de la Constitution, liberté individuelle. Le premier d'entre eux... Le premier, voilà. Ils ne le portent pas publiquement. Les autres Américains, interviewés, donc les suprémacistes blancs, ils ne veulent pas me porter de masque. Et ils ne veulent pas se confiner. Donc, se plaindre que nos concitoyens, il faut faire preuve de pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens pour expliquer régulièrement que le port du masque, ça permet de se protéger soi-même et surtout de protéger les autres. Le port du masque, alors il y a 2 mesures barrières, c'est le port du masque et la distanciation sociale. Il faut à chaque fois revenir à ça. La distance sociale, c'est 1 mètre entre les gens. Je vous donne un exemple, les gens se sont mis à porter des gants, à nettoyer, les commerçants à nettoyer les pièces de monnaie dans la javel. Ça n'a jamais été recommandé par personne. Or les gants, maintenant, on sait que c'est contre-indiqué, parce que c'est un refuge du Covid. Donc les 2 mesures, le masque, la distanciation sociale. Je me souviens, et puis ça, c'est aussi un problème de culture. Les Asiatiques portent le masque, depuis belle lurette. Depuis au moins 50 ans, au moins. Et je parle asiatique, donc japonais, Corée du Sud, Chine, etc. Ils le portent. D'abord, à l'époque, c'était pour lutter contre la pollution. Et on s'est aperçu que les maladies se transmettaient par les gouttelettes, etc., etc. Et ça, ils le portent naturellement. Les Européens, ils riaient de ces Japonais qui étaient à Paris et qui étaient avec des masques. Aujourd'hui, donc, retournement de situation. Absolument. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que nos concitoyens, ils vont dans les marchés bondés et tout. Il faut de la pédagogie, régulièrement, revenir à chaque fois pour que le port du masque soit aussi naturel dans la culture du pays. C'est sur ce message que nous terminons cette émission. Professeur Kamel Bouzid, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon courage surtout pour ce combat que vous menez depuis tant d'années. Merci aussi pour ce ton qui vous caractérise, celui de la franchise. C'est aussi l'esprit qui guide LSA Direct. Quant à vous, et quant à nous, amis téléspectatrices et téléspectateurs, on se retrouve dimanche prochain à 10h pour un nouveau numéro de LSA Direct. En attendant, gardez en tête, nous en parlions à l'instant, les mesures barrières, elles vous protègent et protègent les autres.